Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique, comme je vous l'avais promis. On va essayer d'illustrer désormais nos propos sur cette chaîne, avec notamment une présentation désormais sur chaque thème géopolitique. Alors ce soir, on va revenir sur cette crise, notamment énergétique. On va déjà essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise énergétique et quelles sont les conséquences géopolitiques de cette crise. Alors, comme vous l'avez remarqué au cours de ces derniers jours, on a commencé à parler un peu plus de cette crise. Elle est toute nouvelle. Avant, on parlait pas beaucoup de tous ces enjeux énergétiques. Alors, pourquoi justement, tout un coup, on parle de cette crise énergétique? Et on va donc essayer d'illustrer tout ça à travers la situation à la fois dans l'Union européenne, en République populaire de Chine, au Liban, et également on fera un petit point sur la situation en Inde. Donc, on va d'abord commencer par la situation dans l'Union européenne. Alors, dans l'Union européenne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une crise sérieuse énergétique qui est en train de se profiler, du fait qu'en fait, les capacités de stockage actuellement ne sont pas à 100%. Ce qu'il faut le dire, c'est qu'à cette époque de l'année, donc au mois d'octobre, donc à l'avant-veille de l'arrivée de l'hiver, normalement, les capacités de stockage doivent être remplies à 100%. Or, cette année fait exceptionnel, les capacités de stockage ne sont remplies donc qu'à hauteur de 72%. Alors, comme on l'a dit, normalement, à cette époque de l'année, normalement, les capacités de stockage devraient être pleines. Alors, comment l'expliquer justement que cette année, en 2021, en octobre 2021, les capacités de stockage soient aussi faibles? Alors d'abord, il faut dire que la Russie a donc, comme on va le voir, a réduit notamment ses flux de gaz en direction de l'Union européenne du fait que le consortium Gazprom, la compagnie d'État Gazprom, a décidé donc de réduire les exportations de gaz du fait qu'elle juge économiquement désavantageuses les exportations de gaz à travers le territoire ukrainien. Alors pourquoi ceci? Puisque vous savez que depuis le 10 septembre dernier, donc ça fait donc juste un mois, le Nord Stream 2, donc le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, a été donc achevé. Or, la Russie voudrait commencer à exporter donc son gaz en direction de l'Union européenne par le biais de ce gazoduc nouvellement construit, le Nord Stream 2, encore une fois qui relie la Russie à l'Allemagne. Or, le régulateur allemand, comme vous le voyez, a besoin de 4 mois pour certifier le gazoduc sous-marin Nord Stream 2. Et donc, justement, dans le but d'accélérer justement cette certification, la Russie, en fait, veut tout simplement réduire, en fait, les flux de gaz par le biais du gazoduc qui passe par l'Ukraine et la Pologne en direction de l'Allemagne, afin de faire pression tout simplement sur les autorités de régulation allemandes, afin que justement le Nord Stream 2 soit opérationnel le plus rapidement possible et pour utiliser ce Nord Stream 2. Et donc c'est bien pour ça qu'on est dans une crise énergétique, car justement la Russie a réduit ses approvisionnements en gaz envers l'Union européenne. Donc là clairement, comme vous le voyez, on est dans une séquence géopolitique majeure avec un rapport de force clairement entre la Russie et l'Union européenne. Et donc cette situation a conduit, vous allez le voir, à des hausses de prix très importantes. Donc ces hausses de prix, on va les voir tout de suite dans le diapositive suivante. Donc on voit, le prix du gaz, cette semaine, ont atteint des prix records à 126 € le mégawatt. Bon, alors certes, elles ont un peu reflué à 108 € mercredi soir. Donc dans la même journée, on a atteint 126 € pour descendre à 108 €. Alors qu'est-ce que ça signifie vraiment concrètement? Pour vous donner une idée, cela signifie concrètement que si on rapportait ça au prix du pétrole, cela équivaudrait en fait à un prix du baril de pétrole à 200 $ en équivalent de prix du baril de pétrole. Or, comme vous le savez, on n'a jamais atteint ces prix du pétrole. Au plus haut sur le prix du pétrole, on était en juillet 2008 à 147 $. Et on le sait que quelques mois plus tard, donc il y a eu cette fameuse crise financière. Donc c'est pour vous dire qu'on a atteint des prix absolument records sur des prix du gaz. On n'a jamais vu ça. Comme je vous l'ai souligné, ces prix se situent 5 fois au-dessus de leur niveau habituel. C'est donc des prix absolument exceptionnels, comme on n'a jamais vu en Europe. Et donc, évidemment, cela va induire des effets inflationnistes. Ce qu'il faut bien comprendre, que ces prix de gaz vont se répercuter sur le consommateur final, vous et moi, mais également sur les industries qui utilisent évidemment
le gaz. Donc clairement, hein, première conséquence, c'est que les prix du chauffage, hein, évidemment, vont augmenter cet hiver, hein, pour les entreprises et pour les consommateurs. Et tout ça, encore une fois, c'est un jeu géopolitique voulu par la Russie de vouloir réduire ses exportations de gaz vis-à-vis de l'Union européenne. Alors certes, ce qu'il faut dire, c'est que l'Union européenne se tourne de plus en plus vers la Norvège pour justement augmenter, si vous voulez, contrebalancer la réduction de gaz de la Russie, laquelle fournit, en fait, a décidé, du fait de cette importante demande de gaz mondiale, c'est plus tourné vers l'Asie que vers l'Union européenne, et donc ça induit des prix records sur le prix du gaz. On va le voir dans la diapositive suivante. Hein. Regardez, hein, juste pour vous illustrer ce qui se passe sur le marché du gaz. Hein. Donc là, c'est le TTF, hein, c'est donc la référence, c'est la plateforme TTF, c'est les stockages du prix du pétrole aux Pays-Bas. Et ce qui se passe, hein, c'est que, vous le voyez bien, cette semaine, le 6, vous le voyez bien, septembre 2021, toute fin de septembre 2021, on n'est même pas encore arrivé en octobre. Regardez les prix à niveau absolument record, on n'a jamais atteint, vous voyez. Même en mai 2018, on avait atteint, vous voyez, ce 27, ce prix, un niveau record déjà en mars 2018. Mais là, évidemment, en 2021, on bat tous les records. Et peut-être même ceci n'est que le début de cette hausse des prix du gaz. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci va encore une fois se répercuter sur les prix du gaz et avoir des conséquences non seulement sur le marché du gaz, mais également sur le marché du pétrole. Car en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ceci pousse les consommateurs, les acheteurs du gaz sur le marché à se reporter sur le prix du pétrole. Car comprenez bien que si le gaz équivaut à peu près à 200 $ le baril, si on prend l'équivalent pétrole, eh ben cela donc signifie que cela coûte moins cher aujourd'hui d'acheter du pétrole que du gaz, puisque le prix du pétrole s'échange, hein, par exemple, sur la plateforme WTI nord-américaine à 77 ou 62 $, alors que le Brent s'échange à 81 $. Donc on est le prix du pétrole en quelque sorte est à peu près moitié moins en gros que celui du gaz. Donc très clairement ce qui se passe, c'est qu'une des conséquences de cette hausse du prix du gaz est la forte demande du pétrole. En quelque sorte, désormais les acheteurs se positionnent, en quelque sorte remplacent le gaz par du pétrole. Et première conséquence, donc, c'est que cela veut dire qu'on a une forte demande de pétrole du fait de cette prix du gaz. Et donc, on estime que désormais, ce report des achats du gaz vers le pétrole occasionne une hausse de la demande de plus de 500 000 barils par jour. Or, ce qui se passe, c'est que l'OPEP+, hein, donc en incluant la Russie, on s'est mis seulement d'accord pour une augmentation progressive de 400 000 barils par jour chaque nouveau mois. Donc en fait, ce qu'avait décidé l'OPEP il y a environ un an d'augmenter chaque nouveau mois de 400 barils par jour ne suffit pas, en fait, face à la demande mondiale de pétrole, puisque encore une fois, cette hausse du gaz occasionne une hausse de la demande en pétrole du fait que les acheteurs veulent acheter du pétrole au lieu du gaz. Et donc, désormais, il y a un déséquilibre très clair entre l'offre et la demande en pétrole. Et donc voilà, juste pour vous illustrer, hein, donc cette semaine, on a atteint un plus haut sur le WTI de 7 ans. La dernière fois qu'on avait atteint de tels prix à plus de 80 $, c'était donc mi-2014. Juste un petit peu après l'annexion de la Crimée, la crise géopolitique que cela avait entraîné. Et depuis 2014, vous voyez, on a eu une forte chute des prix du pétrole. Et donc, désormais, on reprend cette nouvelle courbe au-dessus des 80 $. Donc désormais, hein, il faut comprendre pourquoi en fait les producteurs ne veulent pas augmenter leur stock de pétrole. Pourquoi les pays producteurs ne veulent pas finalement augmenter plus que 400 000 barils par jour chaque nouveau mois. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc cela pose la question, pourquoi les pays producteurs, les grands pays producteurs, hein, comme la Russie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ne veulent pas finalement augmenter leur production. Alors on va prendre le cas de l'Arabie Saoudite pour un petit peu comprendre la logique psychologique, si vous voulez, derrière ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis
font pression sur l'Arabie Saoudite, justement pour augmenter justement la production pétrolière de l'Arabie Saoudite. Mais en fait, les autorités saoudiennes sont très résistantes à une hausse de la production pétrolière. Donc comment justement expliquer une telle attitude? On peut le résumer par à peu près ces trois explications suivantes. Déjà, les États-Unis mettent une énorme pression sur l'Arabie Saoudite en se retirant le système Patriot anti-défense qui protège le territoire saoudien contre toute attaque de missiles venant du territoire houthi. Ceci s'est passé il y a 2-3 semaines. Les autorités états-uniennes ont décidé de retirer leur système Patriot du territoire saoudien, ce qui laisse donc le pays à la merci d'attaques venant des combattants houthis qui lancent régulièrement des missiles sur le territoire saoudien. Ensuite, en fait, quel est le but recherché par les autorités états-uniennes? C'est très clairement de pousser les autorités saoudiennes à négocier avec les représentants houthis. Très clairement, l'administration Biden veut un règlement du conflit yéménite et donc pousse les Saoudiens, qui sont évidemment des protagonistes de ce conflit depuis leur intervention en mars 2015, donc à négocier avec les Houthis. Et donc cela crée, si vous voulez, une friction dans les relations saoudo-états-uniennes. Et puis il y a eu cette déclassification également de documents compromettants sur un éventuel soutien saoudien aux attaques du 11 septembre. Cette déclassification a été faite donc à la veille du 20e anniversaire, le mois dernier, et donc ceci a mis mal à l'aise, très mal à l'aise, devrais-je dire, les autorités saoudiennes qui évidemment dénient leur participation aux attentats du 11 septembre, mais et donc ceci a pour conséquence encore une fois d'aggraver les tensions dans les relations saoudo-états-uniennes. Et donc très clairement, malgré la visite le mois dernier du conseiller états-unien à la sécurité nationale Jake O'Sullivan, on voit très très bien que l'Arabie Saoudite résiste à toute demande d'augmentation du prix d'augmentation de la production pétrolière, et donc les États-Unis n'obtiennent pas leur volonté d'augmenter de la part de l'Arabie Saoudite, et donc l'Arabie Saoudite est déterminée, si vous voulez, tout comme la Russie, en fait, à faire augmenter les prix du pétrole pour créer en quelque sorte un choc pétrolier équivalent à celui des années 70 qui avait renforcé, si vous vous rappelez bien, la position des pays producteurs de pétrole. Et donc tout ceci, si vous voulez, a des conséquences. Cet renforcement des pays producteurs de pétrole a, si vous voulez, a des conséquences sur les pays consommateurs, et à commencer évidemment par la République populaire de Chine, qui est le premier consommateur de pétrole désormais au monde, qui est donc au-dessus des États-Unis. Et donc ça crée une crise énergétique majeure en République populaire de Chine face à cette demande de pétrole, du fait en fait encore une fois que la reprise économique mondiale actuelle crée une énorme demande, encore une fois qui n'est pas suivie par une offre suffisante. Et cela induit une crise énergétique majeure en Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que également, cette crise énergétique ne touche pas seulement le gaz, le pétrole, mais également le charbon, qui est essentiel évidemment pour produire de l'électricité. Donc on a dépassé cette semaine le prix record du charbon qui avait été atteint en 2008. Et désormais, face à cette crise énergétique qui a comme conséquence contraint donc de nombreuses industries dans le bastion industriel du nord-est de la Chine donc à interrompre leur production, en fait désormais la Chine, les autorités chinoises en fait demandent aux sociétés minières en fait d'augmenter la production de charbon. Car en fait, ces dernières années, il y a eu une baisse importante de la production de charbon en Chine. En fait, la Chine veut satisfaire le protocole de Paris sur le changement climatique et donc voulait en fait réduire la production pétrolière et la remplacer par des sources énergétiques moins polluantes. Mais en fait, cette réduction de la production de charbon a désormais des conséquences graves pour la Chine, puisque non seulement elle paralyse une grande partie des industries chinoises qui ont arrêté tout simplement leur production cette semaine, en particulier encore une fois dans le nord-est de la Chine, où d'importantes entreprises de haute technologie ont dû arrêter leur production. Par exemple, un des fournisseurs de Tesla
a arrêté très clairement sa production cette semaine du fait qu'il n'y avait plus il y avait une pénurie énergétique. Mais c'est également ce qui fait encore plus peur aux autorités chinoises, c'est que cette crise énergétique touche également le consommateur chinois et donc induit une hausse des prix de l'énergie qui donc pourrait in fine créer une révolte sociale. Et là, c'est la grande peur des autorités chinoises. C'est bien pour ça que cette semaine, les autorités chinoises non seulement essayent d'augmenter la production de charbon à l'intérieur du territoire chinois, mais également ont décidé d'importer du charbon venant d'Australie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'automne 2020, du fait des mauvaises relations entre l'Australie et la Chine, donc comme l'Australie donc avait demandé une enquête internationale sur l'origine de la Covid-19, la Chine avait pris des mesures de représailles en décidant d'interdire l'importation de charbon. Et donc depuis l'automne 2020, les importations ont été interdites. Or, vu la gravité des besoins en charbon de la Chine, afin d'éviter une révolte sociale et une hausse des prix de l'énergie en République populaire de Chine, la Chine a repris cette semaine les importations de charbon venant d'Australie, mais seulement officieusement. C'est ce qu'a rapporté cette semaine le Financial Times. Et donc, cette crise énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas seulement en Chine, elle est également au niveau mondial. Et notamment, on a une situation énergétique qui est en train de également dériver de la même situation en Inde, où également il y a une pénurie, on apprend, de charbon en Inde. Et donc, ceci pourrait conduire aux mêmes effets qu'en Chine. Et donc, il faudra suivre cette semaine, puisqu'on apprend que les réserves en Inde sont également très faibles et qu'on pourrait assister à une pénurie au cours de la semaine avec des arrêts de certaines industries en Inde. Mais là où la situation est la plus périlleuse, c'est au Liban. Parce que là, on est carrément dans un arrêt de la production d'électricité. Hier, tout simplement, samedi 9 octobre, la production d'électricité s'est complètement arrêtée au Liban. Alors, depuis déjà quelques mois, on a des pénuries d'électricité très importantes, mais on avait toujours entre 3 et 4 heures d'électricité, 2 à 3 heures d'électricité par jour, et hier, au maximum, on a eu 1 heure d'électricité au Liban, tout simplement parce que la centrale de Deir Hammar s'est arrêtée sa production d'électricité, en raison tout simplement de l'épuisement de réserves de gazole. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban n'a plus les réserves financières pour en fait importer sa demande de fuel, et donc tout simplement les centrales n'ont plus de fuel pour produire de l'électricité. Et donc cette crise énergétique en fait est en train de conduire à une rivalité géopolitique majeure. En fait, tout simplement, le Liban est désormais pris en étau de façon très exacerbée en raison de cette crise énergétique entre d'un côté l'Iran qui souhaite approvisionner le Liban en fuel. D'ailleurs, le mois dernier, on a fait une vidéo à ce sujet. Le Hezbollah avait annoncé que l'Iran avait finalement réussi à envoyer des camions chargés de fuel en direction de Liban via le territoire syrien. Mais tout ça n'avait pas plu en fait aux autorités libanaises, car bien que ceci pouvait être d'une aide majeure au Liban, en fait, les autorités libanaises craignaient que les États-Unis prennent des sanctions contre le Liban du fait d'avoir accepté du pétrole iranien. Or, ceci n'a pas été le cas. Finalement, les États-Unis n'ont pas décidé de sanctions pour l'instant, mais évidemment, on craint du côté libanais que des sanctions soient prises pour avoir accepté ce pétrole iranien. Et donc, c'est pour ça que le Liban essaye de se tourner vers d'autres approvisionnements en énergie, et notamment vers l'Égypte, qui lui a fourni donc probablement hier, on a appris que le Liban, justement au moment où il y avait cette coupure d'électricité majeure dans tout le Liban, l'Égypte approvisionnait en fuel le Liban, mais on voit que ça induit une rivalité majeure entre d'un côté les États-Unis, l'Égypte d'un côté et de l'autre l'Iran. Donc on voit que cette crise énergétique a des conséquences géopolitiques majeures au Liban, mais également en Chine et dans le reste du monde, et que cette crise également, on l'a vu avec le positionnement des pays producteurs en énergie, que ce soit l'Arabie Saoudite ou la Russie, et donc on voit que ceci est en train de renforcer cette crise énergétique majeure, renforcer les pays producteurs de matières premières, de charbon, de pétrole, de gaz, que ce soit l'Australie, comme on le vient de voir dans le cas chinois, que ce soit la Russie, comme on l'a vu dans sa rapport de force avec l'Union européenne dans ses livraisons de gaz, donc que ce soit l'Arabie Saoudite qui est un des plus grands producteurs de pétrole avec la Russie, et donc qui ne souhaite pas augmenter plus la production mondiale
pour justement augmenter les prix et augmenter ça qui permet d'augmenter en fait son rapport de force vis-à-vis des pays consommateurs. Et donc on est exactement, si vous voulez, dans la même situation que dans les années 70, au moment du choc pétrolier des années 70. Et ben là, peut-être on peut parler de troisième choc pétrolier en 2021, car là, on va voir que là, désormais, les pays producteurs de pétrole, de gaz, vont reprendre en quelque sorte leur ascendance géopolitique qu'ils avaient dans les années 70 au moment du choc pétrolier. Tout ceci on va le suivre évidemment sur la chaîne géopolitique dans les prochaines semaines.